Bonjour, ici Élise Lacroix du blog Oser Vivre Plus. Aujourd'hui, dans le cadre de mes passeurs de rêve, j'ai le plaisir de vous introduire Marie-Ève Lejour. Alors, je vous la présente et on va avoir une belle discussion sur son commerce et c'est ce qui l'a amené là et ce qui la motive aujourd'hui au jour le jour. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Élise. Alors merci beaucoup de votre temps et de prendre, surtout qu'en plus c'est une année qui est très occupée pour vous, le 10e anniversaire de votre commerce qui est la savonnerie des diligences à Eastman. Alors merci beaucoup de nous offrir l'opportunité de jaser un peu de vos passions et de ce qui vous garde motivé après 10 ans de travail à temps plein, hein, pour ne pas dire acharné. Oui, à temps plus que plein. À temps plus que plein. Plus qu'un petit 35 heures par semaine. Ah oui, 35 heures, on ne se rappelle même pas qu'est-ce que c'est. On compte pas ça. Mon Dieu, quel est le chemin ou quelle est l'histoire qui l'a amené à créer ce beau commerce-là? Ben, en réalité, c'est ça, j'ai fait effectivement mon bac en études françaises à l'Université de Montréal. Et puis, je travaille surtout en rédaction technique, administrative, traduction. Et je trouvais vraiment que j'utilisais pas du tout à pleine capacité mon potentiel, mais aussi que j'atteignais pas, j'arrivais pas à être heureuse au travail. Okay. Donc, c'était plutôt difficile de me lever le matin, c'était plutôt difficile de me motiver, ce qui fait que au bout du compte, je n'étais pas une employée idéale. Mais moi, surtout, je n'étais pas heureuse. Puis je pense que le déclic s'est produit quand j'ai eu mon fils. Mon fils qui a maintenant, il va avoir 11 ans, mais qui avait 1 an et demi à l'époque. Et puis je lui disais, tu sais, comme j'avais une conversation avec lui, un monologue, plutôt comme on parle à son enfant qui ne nous répond pas, mais qui écoute quand même. Puis là, je lui disais, en tout cas, Marc Aurèle, je te souhaite là, de faire ce qui va te rendre heureux dans la vie. Puis là, j'ai arrêté, puis j'ai fait, oh mon Dieu! Mais moi, comment est-ce que je peux faire pour être un modèle pour cet enfant-là? Et puis, en même temps, il y avait toute une question de conciliation famille-travail. Ouais. À l'époque, j'étais mariée avec Sébastien, le père de Marc Aurèle, et puis on n'était pas sur les mêmes horaires, puis il y avait une question de qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'il va finir l'école, est-ce qu'il va revenir à la maison, est-ce qu'il va être en garderie, comment on procède là, pour avoir une vie de famille la plus heureuse possible. Je pense que c'est vraiment tous ces facteurs-là qui ont finalement, qui une fois amalgamés, ont vraiment tracé la voie pour ce qu'allait devenir la savonnerie. Nous, on venait de Montréal, donc on est arrivé ici en 2003. Et puis Sébastien était cuisinier de formation. Donc on avait eu toutes sortes d'idées, des cafés, des petits plats congelés, traiteurs, etc. Surtout liés à l'alimentation. Et puis finalement, on se rendait compte que ici, étant donné que c'est très touristique, que c'est très saisonnier, on allait quand même être dans un cycle là, de difficultés à concilier famille et travail. Et puis un jour, par hasard, sans aucune intention professionnelle, on a fait du savon pour le plaisir parce qu'on faisait toutes sortes de choses. Et puis moi, je faisais beaucoup d'eczéma. Et puis on est tombé en amour avec le processus de fabrication de savon, puis on a décidé on a fait quelques calculs, quelques nuits d'insomnie, puis on a décidé de se lancer puis d'essayer. Les deux ensemble? Oui, mais au départ, c'est Sébastien qui a enregistré l'entreprise, c'était plus lui qui travaillait sur le projet parce que moi j'étais le revenu familial, donc je travaillais toujours à Magog en rédaction. Et puis mais très rapidement, 6 mois plus tard, je suis venue l'aider avec sa savonnerie, puis j'ai jamais reparti et j'ai même acheté l'entreprise. Non, en réalité, depuis le début, c'était vraiment un projet de vie, c'était un projet de famille, un projet de couple. Et puis c'était évident qu'on allait le faire tous les deux. On savait juste pas que ça arriverait si vite que ça, qu'on décide de le faire à temps plein tous les deux. On l'a inventé, là. On l'a inventé. Créer la formule. On a créé la formule, on est parti de zéro, on a commencé à faire du savon, première recette, on l'a raté. Donc, il existe toutes sortes de blogs, toutes sortes de livres, toutes sortes de recettes, des manuels. Fait que là, il faut lire, il faut aussi avoir la notion de la composition chimique de ces huiles-là. Sébastien, dans le fond, lui, était cuisinier pâtissier. Donc, il y avait l'expertise. Ensuite, moi, je suis allée faire un cours d'herboristerie. Okay. Et puis, là, on s'est perfectionné, on a lu beaucoup, puis on a surtout beaucoup expérimenté. Donc, oui, entre autres. Mais au fond,
nous, ce qu'on fabrique, c'est un savon qui est entièrement naturel, avec tous des ingrédients qui sont à la base comestibles. Donc, c'est comme des recettes, finalement. C'est la même chose que la cuisine. C'est géré comme une cuisine, c'est les mêmes intrants, c'est les mêmes ingrédients. C'est juste des recettes, des techniques différentes. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que non seulement je pouvais mettre à profit tout mon passé de rédactrice, mais que là, je me suis développée d'autres passions, tantôt pour la vente, carrément, pour le marketing, ça j'en mange, puis même récemment pour la comptabilité, c'est une chose que je ne pensais jamais développer. Et puis tout ça, combiné au fait d'avoir créé une entreprise et créé un produit de consommation qui a transformé des vies, parce que c'est pas juste la mienne qui a été transformée. Maintenant, l'année passée, on a vendu 75 000 savons, 75 000 barres de savon, juste ça, là. Sans parler des autres produits déodorants, baume à lèvres, blablabla, toutes les autres choses qu'on fait. Et puis, donc, c'est autant de gens qui ont été en contact avec ce produit-là et qui l'ont adopté ou qui en ont parlé à d'autres. Et puis, j'ai plein d'histoires, j'ai plein de témoignages, j'ai plein de gens qui, comme moi, avaient des problèmes de peau et que c'est terminé, là. Donc, c'est sûr que c'est super valorisant. Là. Ça peut pas... je pense que ça pourrait difficilement l'être plus. Là. Parce que le gros défi, quand on essaie de vivre de ses passions, c'est d'être capable d'en vivre financièrement sans avoir un autre salaire qui nous aide ou qui nous supporte. Et donc, vous autres, vous avez réussi à faire ça dans les premiers 6 mois, finalement, de l'entreprise? Ou... Non. C'est sûr qu'au départ, il y avait ni un ni l'autre qui avait un salaire. On a réussi à aller chercher, dans le fond, avec le plan d'affaires, on est allé chercher une subvention salariale avec le CLD. Donc, au départ, Sébastien était sur la subvention salariale. Moi, finalement, je pense qu'on a commencé à être payé, à se verser un salaire à proprement dit, ça faisait 2 ans, je pense que. Fait que on a vécu sur l'hypothèque, sur toutes sortes de petits. On a grappillé, puis oui, on faisait du contrat au début, un petit peu à l'extérieur, c'est sûr, là. Puis, donc ça a été quand même 2 ans avant qu'on puisse en vivre. Et puis, après ça, j'ai eu un autre enfant. Donc j'ai eu une petite fille qui a maintenant 7 ans. Les années passent. Oui, les années passent. Puis c'est ça. Donc là, oui, maintenant, il y a plusieurs gens qui en vont. Entrepreneur à succès, puis fêter ta 10e année, parce que cette année, c'est ta 10e année d'expérience. Tu les verrais comme quoi, comme grosse étape normale pour les gens là, qui rêvent un jour de partir une entreprise comme toi? Wow, c'est une belle question. En réalité, il y a les années exploratoires là, au départ où est-ce que tu as beaucoup de temps, pas beaucoup de revenus, mais énormément de temps. Puis là, tu as le temps de réfléchir, il faudrait que ça soit comme ça, puis si on faisait ça. Puis après ça, il y a les années de vente. Là, donc là, tu n'as plus nécessairement la latitude parce que là, il faut que tu fasses de l'argent parce que là, tu as épuisé les ressources. Puis là, il faut que... Je pense que c'est souvent là où ça casse parce que des fois le rêve versus ce qui est vendable, là c'est là que ça marche pas. Puis là, c'est les années de vente, c'est les années d'ajustement. Bon, souvent, ce qu'on met dans notre plan d'affaires, c'est pas tout à fait ce qui se passe dans la réalité, de l'ajustement. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on développe autre chose? Puis je pense que quand on est capable de s'adapter, mais aussi en lien avec ce qu'on aime vraiment, puis là, après ça, on capitalise. C'est ça que le banquier veut, là. Après avoir investi, il faut capitaliser. Fait que là, là c'est là que durant ces années-là, là, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il faut qu'on développe un petit peu toutes les compétences, y compris lorsqu'on décide d'avoir du personnel, des compétences de gestionnaire de personnel. Donc, qu'est-ce que je dis à ces employés-là qui vont me faire confiance au point qu'ils vont venir travailler chez nous? Comment est-ce que je les traite, je m'ajuste, est-ce que je suis proche d'eux, pas trop proche, amis, pas amis, tu sais. Fait qu'à Manu, tu as comme dosé aussi, j'imagine, hein? Oui. Est-ce qu'on grandit de plus en plus? Est-ce qu'on reste... Oui. Qu'est-ce qu'on va faire ou jusqu'où on va? Puis là, après le Vieux-Port, on est allé chercher un mentor. Parce que là, c'est sûr que c'était difficile de répondre à toutes les questions tout seul. Ça nous prenait un petit peu un regard extérieur, puis nous, on n'était pas très bons dans les chiffres non plus. Ça nous a vraiment aidé à évaluer est-ce que c'était payant pour nous d'aller dans tel créneau de vente, puis il nous a donné des outils finalement pour calculer puis améliorer la rentabilité, parce que l'objectif, c'est pas juste la rentabilité, mais c'est que l'entreprise perdure, donc ça prend de la rentabilité.
Puis nous, ben, depuis le début, on était comme, ben, dans le fond, c'est juste un projet de vie, on veut juste être heureux, oui, mais il faut quand même que ça soit rentable, sinon, il n'y en a plus de projet de vie. Il faut faire d'autres choses. C'est ça. Fait que c'est ça. Donc 2010-2011, je pense que c'était les limites. Là. Cerner les limites personnelles, cerner les limites budgétaires. Oui, c'est le fun. Si je veux, mettons, je voudrais grossir, ben là, est-ce que ça correspond à ma personnalité, puis est-ce que j'ai envie de ce risque-là, puis est-ce qu'il y a des banques qui vont me suivre aussi? Puis ben nous, tant que j'étais avec Sébastien, vraiment, c'était comme non, on voulait pas que ça aille trop gros, puis c'est un peu encore comme ça, aujourd'hui, c'est toujours un petit peu le même esprit, là, on veut pas que la savonnerie devienne une multinationale, c'est pas ça l'objectif, ça va un peu à contre-courant de c'est qui mes clients, c'est des gens qui apprécient que le travail soit fait à la main, qu'il y ait de l'amour dedans, que tout soit à l'échelle humaine. Fait que ça, c'était fin 2011. Et c'est après, donc c'est juste avant Noël. Moi, avant Noël, c'est souvent une période, je suis au comble de la fatigue, mais j'ai plein d'idées. C'est juste que là, j'ai comme plus le temps de les faire. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que juste avant Noël, j'ai eu l'idée pour les légendes. Ça, c'est le gros projet qu'on a fait en 2012. On a écrit des légendes, on a envoyé ça à Eric, l'artiste graphique, qui a sorti toutes les illustrations pour mettre sur les savons à l'huile d'olive. Donc, ça a été un gros projet, ça a été super bien accueilli. On a gagné le Grand Prix du tourisme avec ce projet-là. J'ai gagné un prix entrepreneur. Après, est-ce que c'est lié ou pas? Ben, un petit peu, c'est sûr. Mais ça a été bien reçu auprès de ma clientèle aussi. Puis ça a eu un incident sur les ventes. Donc tout ça. Et puis ben, j'étais loin de me douter que ça allait aussi enligner tout le reste du changement d'image de l'entreprise. À partir des légendes, on a déterminé tout le reste du visuel de toute l'entreprise. Donc ça, c'était au moment où est-ce que moi je trouvais que les ventes étaient encore difficiles avant les légendes, que chaque vente, c'était à la sueur de mon front, puis au bout d'arguments, puis de convaincre, puis de discours, puis de toutes sortes d'amorces au niveau marketing. Puis je me disais, on achète pour l'image en premier. Ça, c'est clair. On est dans un monde d'image. Fait que je me sens pas coupable si les gens achètent parce qu'ils trouvent mon savon beau. Parce que c'est le même savon que quand il était moins beau. Puis là, ils vont l'aimer, puis après ça, ils vont renouveler parce qu'ils aiment le savon, mais ils vont l'avoir acheté d'abord parce qu'il est beau, puis c'est bien correct. C'est comme si le premier pas, tu as décidé de dire, ben c'est ça, il faut qu'il soit beau. Oui, c'est ça. Ouais. Si on résumait, tu dirais-tu qu'à une certaine étape dans une entreprise, en tout cas ce que toi tu as vécu, c'est comme faire amener des collaborateurs où il faut que ce soit le mentor ou Eric, comme tu disais, ton graphiste, qui t'a permis d'aller plus loin que ce que toi tu étais capable tout seul. C'est comme ça que tu le résumerais? Oui, parce qu'on ne développe pas toutes les attitudes en tant que... On est d'abord passionné, puis là, ben, on devient gestionnaire d'entreprise, puis là, on va chercher le plus d'outils qu'on peut, mais c'est difficile d'être spécialiste dans absolument tous les domaines. Puis il faut s'entourer de gens, de collaborateurs qui vont nous aider à nous dépasser. Okay. Mais dans la mesure aussi de garder ce qu'on aime un peu dans l'entreprise. Si moi j'aime le marketing, je n'irai pas me chercher quelqu'un en marketing qui va me dire fais ça avec ton entreprise, quand dans le fond, moi je sais où est-ce que je veux l'amener, j'ai les réponses, c'est juste comment aller chercher puis comment pousser plus loin. Puis il faut je pense, beaucoup se laisser guider par l'instinct. Parce que moi, c'est vraiment comme ça que je... Oui, c'est sûr, pas juste l'instinct, là, mais un savant mélange d'instinct, de oser un peu, puis ensuite de planification, évidemment, globale. Mais à un moment donné, après ça, on lâche les livres, puis on y va. Là. Fait que c'est ça. Mais les légendes de 2012, donc une fois qu'on a fait ce projet-là, on l'a réalisé de A à Z, et puis sur 6 mois avec le graphiste. Et puis au bout de 6 mois, ben, le projet était complété, on a lancé les légendes, et puis après, je me suis séparée. Fait que ça a un petit peu coupé l'inspiration, je dirais, mais ce que ça a fait, c'est qu'il a fallu prendre des décisions au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Donc Sébastien ne voulait pas garder l'entreprise. Alors, moi, je voulais la garder. C'est sûr que au départ, je me suis vraiment posé des questions. Est-ce que je suis capable? Est-ce que
est-ce que c'est le bon choix? Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt juste fermé? Puis, tu sais, fait que, une fois que certaines options ont été éliminées, ben, moi j'avais envie de tenter l'expérience. J'ai demandé 1 an pour essayer de voir si j'étais pas capable de la reprendre toute seule. Finalement, j'ai pas eu 1 an, j'ai eu moins qu'1 an pour prendre la décision, mais je sentais que c'était la chose à faire, puis c'était probablement la meilleure décision de ma vie, parce que j'avais tout mis, tout mon amour, toute mon énergie, toute ma passion. Puis aussi, en plus, en 2012, avec la légende, ce que j'avais fait, je pense que j'avais vraiment réussi à transposer ma personnalité dans mon produit. Puis ça, c'est vraiment c'est quelque chose, je pense, que les gens reconnaissent ça. Parce que dans le fond, les légendes, c'est moi qui les ai écrites, pour la majeure partie, ou c'est moi qui les ai corrigées, ou c'est moi qui les ai modifiées. J'ai eu quand même des collaborateurs, là. Il y a eu Sébastien, justement, qui en a écrit, il y a eu une autre employée aussi, Carole, qui a participé. Mais c'est moi quand même qui ai fait la direction artistique de ce projet-là. Puis je pense que là, c'est ce qui nous distingue vraiment pour ce qui a changé tout le reste de l'histoire, finalement. En 2013, lorsque j'ai racheté l'entreprise, c'est pas si évident, ça n'a pas fait ça. Fait que fin 2013, j'étais arrivée avec un bilan semblable à 2012 au niveau des ventes. Malgré l'investissement et avec le surplus de travail, de rebâtir une nouvelle équipe parce que fin 2012, j'avais plus d'employés, plus de chums, plus de partenaires, c'était Noël et j'avais plus rien. Je suis repartie à zéro avec absolument que mon inventaire, le savoir et tout ça, et on repart. Donc, puis fin 2013, c'était pas évident. C'était comme, ok, pas sûr. Fait que c'est sûr qu'il y a une période de gros doutes, là. Donc, fin 2013, je me suis dit, bon, là, bilan, première année tout seul, c'est pas vraiment rentable. C'est encore difficile de faire des ventes. Qu'est-ce que je fais? Puis j'étais un peu découragée, franchement. Même, c'était difficile. Je ne pouvais pas le dire à l'équipe. J'avais pas nécessairement personne à qui me confier. Fait que j'ai décidé que je prenais du recul et que je m'en allais en Italie. Fait que pour 1 semaine, tout ça. Fait que j'ai dit, je prends aucune décision avant ce voyage-là. Fait que c'est ça, pourquoi l'Italie? Aucune idée. Pourquoi pas? Parce que je m'ennuyais de l'Europe, j'avais besoin de l'Europe, j'avais besoin d'inspiration. Je me suis dit, j'ai besoin de beauté, j'ai besoin d'inspiration. Si je vais dans le sud 1 semaine, je vais déprimer sur la plage. Si je vais là-bas, je vais avoir toujours quelque chose à faire, à découvrir, à voir. Si j'ai le goût, je peux ne rien faire aussi. Fait que j'avais les options. Puis quand je suis allée là-bas, j'ai compris pourquoi j'étais allée en Italie. Ben c'est ça, c'est arrivé le flash, tu sais, bon là, on passe la semaine, on découvre plein d'affaires, puis là, un moment donné, t'arrives devant l'église, puis là, tu lis un peu l'historique, là, tu dis, cette église-là, ça a pris 400 ans à être construite. Puis là, tu regardes, 400 ans, ouais, ok. 400 ans, ça veut dire des générations entières de personnes qui ont travaillé, qui ont cru au projet, au point tel de se lever chaque jour, même s'ils savaient pertinemment qu'ils n'auraient jamais la finalité, et la même chose pour leurs enfants, et la même chose pour leurs petits-enfants, chaque jour de leur vie. Et toi, Marie-Ève Lejour, donc complètement impatiente, donc qui arrive et qui aurait voulu tout régler en 1 an. Divorcée, séparation, les enfants sont bien, notre système est rodé, entreprise rentable, payer les dettes, perdre du poids, tout en 1 an. Non mais tu sais, on rêve. Et tous les corps de métier que tu fais toi-même. Oui, c'est ça, et être autonome dans la comptabilité, avoir un nouveau job. Non mais tu sais, tout, en 1 an, j'aurais voulu que tout soit réglé. Puis là, t'es déçue parce que t'as pas tout. C'est ça, ouais. Ben ça marche pas de même. Fait que je suis revenue d'un zen incomparable, super zen, même fatigante. Mais j'avais juste un mot en tête, patience. Puis ça a été réglé, là. Ça a été réglé, absolument réglé. Après ça, j'avais toujours pas la réponse finale. Est-ce que je grossis ou est-ce que je diminue? Donc, parce que à l'étape où est-ce qu'on était, c'était pas rentable. Fait que tu pouvais pas rester où est-ce que tu étais. Non, il y avait une décision ou d'un bord ou de l'autre. Mais je savais pas comment faire ni pour un ni pour l'autre. Toutes les ventes me semblaient difficiles, mais réduire les activités, ça va un peu à contre-courant du progrès. Fait que j'ai juste
Puis j'étais pas capable de faire mes prévisions. Puis je disais au mentor, désolé, j'ai pas la réponse, je sais pas. Donc, j'ai juste ouvert. J'ai dit que les prochains mois me donnent la réponse que j'attends. OK. Puis c'est tout. Fait que tu as verbalisé ça tout simplement à l'univers. Ouais. Puis tu avais confiance. Ouais, je me suis dit, on verra. Si c'est encore super difficile, ça veut dire que nécessairement je prendrai des actions pour diminuer mes activités, être plus ouverte en saison touristique, puis après fermer ou diminuer mes activités. Mais si jamais ça se met à rouler, on verra. Fait que, eh bien, au mois de mars, il a fallu que tout le monde revienne à l'emploi au lieu d'être sur le chômage parce que j'ai eu 2 gros contrats. Un pour la Fédération des producteurs de lait du Québec. J'ai eu un 7000 savons qui m'a été commandé. Ça aide toujours à la fin de mois. Puis j'ai eu un autre laboratoire qui faisait du savon qui voulait du savon chasse-moustique avec une huile essentielle. En tout cas, les 2, coup sur coup, là, un après l'autre, c'était comme Inch'Allah. À la grâce de Dieu, on y va. Alors, ça a été une année où est-ce que je me disais au départ, on va avoir 30% d'augmentation, c'est fou. Ah, on va avoir 35%. Oh! Hey, finalement, je pensais être 40%. Hey, on a fini avec 50% d'augmentation de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires. Fait que là, j'ai eu ma réponse. Ouais. Claire. Je sais pas si tu l'avais demandé grosse. Oui, j'avais demandé que ça soit évident. fait que là, ouf, 50%. Hey, c'est beau, hein? Ouh, mais là, croissance, ce que ça a fait, on n'était pas du tout structuré pour la croissance, pas pour une croissance comme ça. Je pensais même pas qu'on pourrait atteindre ça avec les infrastructures actuelles en changeant rien. Finalement, il n'y a pas eu de trouble, on n'a pas eu à changer énormément, sauf qu'on a perdu beaucoup de temps parce qu'on n'avait plus de place. Fait un problème qu'on n'avait jamais eu avant, les ventes dépassaient la capacité de production. Là, c'est dire non, là, ou refuser des... Ou dire, ben là, je suis pas capable, là, ça sera pas tout de suite. Tout qu'on fait, moi c'est 10 ans, fait que c'est ma période de 30 à 40 ans. Genre 39 ans, j'ai commencé à 29, 39. Je pense que je suis devenue adulte avec cette entreprise-là, c'est vraiment ça que ça a fait. Je pense qu'avant, même si j'avais des enfants, j'étais comme, c'est un peu... je pense que là, je suis devenue adulte. Qu'est-ce que ça t'a fait découvrir sur toi? C'est d'autres limites, aller jusqu'au... Tu sais, être parent, c'est découvrir ses limites d'amour et de patience. C'est le plus beau et le plus laid de la fatigue et le plus beau de l'amour. Mais l'entreprise, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est mes limites, ok, ouais. Ça, plus d'employés que ça, je vais avoir de la misère, je vais manquer d'air. Ah, ça, plus de risques que ça, non, ça me tente pas, j'ai pas le goût, non. Puis vraiment ancrer des valeurs. Puis, je vais en faire juste une de même. J'en ferai pas d'autres entreprises comme ça avec des légendes, des savons. C'est sûr que j'en aurai pas d'autres. Je vais peut-être avoir une autre entreprise, je sais pas, de conférence, ça me tente vraiment. Mais fait que j'en fais juste une, fait que c'est zéro compromis. Tu veux dire sur la qualité ou sur que ça doit répondre à tes attentes. Là. Exact. Zéro compromis. Okay. Fait que je fais juste ça une fois, puis moi je veux dormir la nuit. Fait que je traite tout le monde comme je veux être traité, employé, fournisseur, client. Puis j'essaie d'être la meilleure personne possible dans la mesure de mes capacités. En tenant compte que l'entreprise doit être là demain. Fait que des fois, je peux pas dire oui à cet employé-là parce que ça m'amène des problèmes. Donc, mais là, je le vois vraiment, essayer de sortir un peu, voir le portrait, puis le dire, c'est tout un casse-tête, mais c'est super valorisant parce que il doit y avoir au moins 100 000 morceaux à ce casse-tête-là. Là, je vois un peu à quoi ça ressemble. Là. Si tu avais un dernier conseil à donner aux gens qui nous écoutent et qui ont peut-être le même rêve que toi, ce serait quoi? On a juste une vie à vivre. OK. Donc vas-y à fond. Oui, parce que c'est mieux avoir, attends, c'est quoi déjà, des remords que des regrets. Fait que moi, je vois pas... Si réellement on a un rêve, faut tout mettre en œuvre pour le réaliser parce que ça passe pas 2 fois. Là. Puis ce que j'ai, en tout cas dans ma témérité et ma sagesse entrepreneuriale, ce que j'ai appris, c'est que
des fois l'occasion ne se représente pas deux fois. Fait qu'il faut avoir une espèce de dosage parfait entre l'instinct et la sagesse de ne pas trop en faire, mais l'instinct de dire oui, quand même, ça va dans mes valeurs, ça s'inscrit dans mon plan, ben go là. C'est comme un mix entre prendre des risques, être sage, mais oser tout de même en prendre. Ah oui, il faut prendre des risques, là, sinon on s'en va travailler comme fonctionnaire, puis on reçoit notre chèque aux 2 semaines. Mais c'est un mode de vie. Moi, en quelque part, j'ai juste suivi mon élan, la voie de qui j'étais pour mettre en œuvre ça a fini en savon. Des légendes. Simplement. Fait que si les gens veulent venir te voir, veulent découvrir tes produits, c'est quoi la meilleure façon pour te rejoindre? Ben, donc de passer à la télé-boutique, c'est sûr qu'on est ouvert 7 jours sur 7 à l'année. À Eastman. Donc ici même. Ça, c'est sûr que c'est le lieu d'où tout part, où tout revient. Là. Donc ça, c'est l'idéal. Pour découvrir les produits, c'est sûr qu'on a aussi 90 points de vente. Donc des posters un peu partout, beaucoup au Québec, un petit peu à l'extérieur. Donc sur notre site web, il y a la liste des dépositaires. On peut chercher par code postal. Les gens peuvent aussi découvrir en ligne. Donc peuvent aller sur le site web 24 heures sur 24, peuvent commander les produits. Puis voir tes légendes. Lire les légendes. Lire les légendes et voir les produits associés. Oui, puis mais l'été ici, c'est le fun aussi, ben c'est le fun à l'année, c'est sûr, mais on a vraiment créé un petit lieu d'accueil intéressant parce que, ben, comme je disais, on n'est pas sur la rue principale, puis les gens fassent vraiment le détour pour venir nous voir, puis je pense qu'il y a comme une aura spéciale quand les gens entrent, ils ont l'impression que c'est eux qui ont découvert cette boutique-là dans le fond d'un rang par rapport, fait que ça crée une espèce de lien spécial avec le consommateur. Je pense que les gens sont heureux, ils ont un super service, ils viennent ici, tous les employés sont des ambassadeurs extraordinaires. Puis on veut juste s'amuser, dans le fond. Nous autres ici, on a du plaisir à faire ce qu'on fait, puis on veut partager ça avec tous nos visiteurs, puis ils ramènent un savon, puis ça change peut-être leur vie eux aussi. Merci beaucoup, beaucoup. Ça a été super agréable. On va aller faire un petit tour de ta boutique en partant, mais sinon, quelle belle histoire, quelle inspiration. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Ève, et au plaisir de revenir souvent et de venir vous visiter à Eastman. Oui. Alors, merci beaucoup. C'était Élise Lacroix du blog oservivreplus.ca. Et on va aller faire un petit tour à la boutique. Venez avec nous. Merci. Bonjour, bienvenue à la Savonnerie des Diligences. C'est une entreprise familiale qui existe depuis 2005. Donc cette année, on fête le 10e anniversaire. On a 2 lignes de savons ici. Vous avez les savons qui sont à l'huile d'olive. Ils ont des personnages. Donc chaque savon a son histoire et sa légende. Il y a 32 odeurs à l'huile d'olive. Puis on fait une 2e ligne de savon ici. On est les seuls au Québec à fabriquer des savons avec de l'huile de tournesol. Et au fond de l'atelier, ici, au fond, dans le fond de la boutique, vous avez l'ancien garage de la maison familiale. Puis dans le garage, on fabrique tous les produits qu'on a à la Savonnerie des Diligences. Donc, la savonnerie est un rayonnement de ce qui se passe à la maison familiale, c'est-à-dire une communauté. On est une gang de personnes qui travaillons tous ensemble, qui travaillons fort, puis on est maintenant rendu avec 90 dépositaires à travers la province, donc on est bien fiers de la Savonnerie des Diligences. Merci beaucoup. Oh yeah.